bienvenue dans le podcast des monstres dans le placard invite. Salut Simon, ça va bien? Sabrina, ça fait quelques fois que je l'entends et j'ai envie de te corriger pour cette fois-ci. Vas-y. C'est les monstres dans le placard reçoivent. Ah, c'est C'est recevoir. important. Hey, veux-tu que je le refasse? Non, non, on le garde comme ça. Je veux entendre la Bon, correction. Je veux que le hey, monde sache que j'ai raison. c'est la honte. Hey, je suis vraiment désolée. C'est que je suis vraiment, vraiment excitée aujourd'hui parce qu'on reçoit quelqu'un que ça fait longtemps qu'on voulait accueillir à notre podcast. Joël Leblanc. Comment ça va, Joël? Je vais très bien, Sabrina, toi? Oui. Peux-tu nous décrire un peu qui es-tu et ton passé pour Oui, mettre la table? je vais essayer de faire ça court, mon passé. En fait, j'étudie le passé. J'ai étudié le passé. Je m'appelle Ouh. Joël Leblanc. Je travaille comme communicateur scientifique. J'inclus là-dedans plein d'affaires. J'écris des articles dans des magazines comme Québec Science, L'Actualité et compagnie. J'inclus aussi là-dedans du travail de conception d'activités scientifiques, d'activités pédagogiques à caractère scientifique pour surtout des enfants et des ados dans des écoles, mais aussi pour des musées quand eux reçoivent des groupes scolaires puis veulent leur faire de la science. Je fais de la chronique radio parfois avec, vous connaissez peut-être une certaine Pénélope avec qui je travaille de temps à autre. Je Oui. fais aussi de la recherche des fois pour des émissions de télé quand ils veulent aborder des sujets scientifiques et même pour des jeux vidéo. Parfois il y a de la science dans des jeux vidéo. Il y a des firmes de Absolument. Québec qui font affaire avec moi quand ils veulent avoir l'air crédible dans ce qu'ils livrent et qui veulent être faciles à comprendre. Mais ma formation au départ est scientifique. J'ai une formation, moi, j'ai fait un bac en biologie et une maîtrise en paléontologie, donc l'étude des fossiles. Ah, et C'est donc ma forme. aujourd'hui, moi au début, quand Sabrina m'a parlé de ça, je me suis dit, on va parler des dinosaures. OK, c'est bien. Les dinosaures, c'est un type de monstre. Mais je pense qu'on veut aller un peu plus loin aujourd'hui. On veut aller vraiment dans l'univers des monstres. Oui, oui. En fait, la paléontologie, souvent, on l'associe effectivement à dinosaures, mais c'est un peu plus large que ça. C'est l'étude des fossiles en général. Donc, ça peut être très bien des poissons, des insectes, des dinosaures, bien sûr, mais tout ce qui a vécu dans le passé et qui a laissé des traces. Quand je dis traces, c'est souvent des restes fossilisés. Hmm. Mais comme tu dis, les monstres, on pourrait effectivement les comparer à les dinosaures, pardon, on pourrait effectivement les comparer à des monstres. Mais moi, j'aimerais vous amener effectivement plus loin des cas plus précis de fossiles on a de la documentation qui nous démontre ils seraient peut-être à l'origine de certains mythes, de certains Ah, monstres, la mythologie grecque, entre autres, puis on va aller un peu dans l'univers des Premières Nations d'Amérique aussi. Ah, ça c'est vraiment intéressant parce que on en parlait un peu avant l'émission. Moi, on entend souvent parler, et on en parle souvent à l'émission, des origines culturelles des monstres. Pourquoi certaines cultures développent ces concepts-là. On entend beaucoup moins parler des origines scientifiques et Mhm. des origines même physiques de ces créatures-là. Même si à l'émission ici, on essaye d'en parler beaucoup. ouais, Et en ben on n'est plus, pas des scientifiques quand même, là, donc c'est pour ça qu'on est content d'en recevoir un oui, pour c'est nous ça en le parler. but. Yes! C'est ça le but. Ben, Mhm. j'aime bien dire que j'ai une formation scientifique, mais j'ai une déformation en communication des sciences. J'ai défait ma formation. J'ai dû désapprendre des affaires pour mieux parler de science après. Et c'est ainsi que on doit faire lorsqu'on devient Jedi. Oui. Et mon cher monsieur Leblanc, tu dis qu'il y a des fossiles ou des traces laissées par le passé qui ont été reçues ou interprétées, puis ça a donné des monstres qu'on connaît aujourd'hui, c'est ça que tu nous dis? Ouais, dans certains cas, oui, parce qu'aujourd'hui, on a cette science-là, la paléontologie, qui a permis de donner une explication à ces affaires bizarres-là qu'on trouve dans la pierre ou dans des strates de roches, dans des falaises, des choses comme ça. Aujourd'hui, on sait ce que c'est. On sait que c'est des squelettes, c'est des restes d'animaux. Ben, je dis animaux, mais parfois il y a des fossiles de plantes aussi, puis de toutes sortes de Hmm. choses. Mais focusons mettons l'emphase sur les animaux aujourd'hui. C'est des restes d'animaux qui ont vécu il y a très longtemps, qui n'existent bien souvent plus aujourd'hui. Dans certains cas, il y a des fossiles récents qu'on a encore qui ressemblent beaucoup à des êtres d'aujourd'hui, mais il y a des fossiles très anciens ben, prenons le cas des dinosaures, qui existent plus aujourd'hui. Mais la paléontologie a permis d'expliquer ça. On comprend maintenant pourquoi ils sont là, puis qu'est-ce qu'ils étaient autrefois. Mais prenez nos ancêtres d'il y a 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans, ces Hmm. fossiles-là, ils tombaient dessus parfois, et ça leur arrivait de trouver des fossiles, et ils n'avaient pas cette perspective temporelle-là. Ils savaient pas à quel point la Terre était ancienne. Et ils savaient même pas que ça se pouvait que des fossiles, des ossements très anciens persistent puis soient retrouvés aujourd'hui. Donc, ils interprétaient ça avec Est-ce que, on revient à la culture. Ils ouais. interprétaient ça avec leur univers culturel de l'époque. Mais là, mettons, là, j'ai le goût de plonger là, carrément. Vas-y, Là. Sabrina. Mettons dans
Si on pense à l'époque médiévale, les fameuses histoires de dragons, est-ce que ça pourrait être justement des gens de l'époque qui ont trouvé des ossements gigantesques, puis ils se sont dit, c'est un Ça, dragon, mais dans le fond, c'est un dinosaure? oui, c'est une hypothèse hyper valide. J'ai rien trouvé qui corroborait là, qu'il y aurait des écrits qui permettent de dire ils ont trouvé des os de dragons entre guillemets à tel endroit, puis c'est ce qui a donné naissance à la légende. Mais pourquoi pas? Effectivement, parce que on trouve des fossiles de dinosaures un peu partout dans le monde et il y a des légendes dragoniennes autant en Asie, en Chine que du côté plus européen. C'est vrai. Pourquoi pas? Ça pourrait très bien être des ossements de dinosaures qui auraient donné naissance aux légendes de dragons. Tu parles du Moyen Âge, j'y avais pas pensé, mais le mythe de la licorne, euh, le narval, qui est un petit cétacé qui développe une dent immensément longue, un peu torsadée, qui a Oui, déjà été vendu comme corne de licorne à certaines époques. absolument. Oui. Et peut-être à la source du mythe des licornes, mais je vous avoue de ne pas avoir trouvé Mais rien ça, là-dessus. on en a parlé un peu dans l'épisode des Ah licornes. oui, On peut te l'apprendre au passage. allez-y. Le rhinocéros aussi. Le rhinocéros aurait été une description de licorne de gens qui voyageaient aussi, là. Oui, Ça c'était. ressemble tellement à un cheval, un rhinocéros. Écoute, c'est dans la description par écrit, c'était pas aussi Oui, clair qu'une photo, là. tout à Non, Donc, c'est fait. ça. Et à l'origine, c'était pas décrit comme un cheval gracieux. C'était décrit comme non, un animal type cheval, mais empoté et avec une corne. Ah Et qui ben, agit surtout dans les contrées proches de l'Inde. voilà. Euh, Oh, euh, on c'est t'a appris intéressant quelque ça. chose, Oui, yes! oui, oui. Ben, certaines choses que je vais dire vont ressembler à ça dans les contrées proches de l'Inde. On ah! te laisse aller, on te Oui. laisse parler. Mais Ah, attends, mais Joël, ça fait partie des questions que moi j'ai, parce que bien sûr, la majorité du matériel organique se détériore avec les oui, années, et donc trouver des fossiles qu'on peut reconnaître comme tels, ben ça demande des conditions spécifiques. Et je veux dire, c'est ouais. pas partout qu'on va trouver des restes de dinosaures. Qu'est-ce que ça prend Mhm. pour avoir un squelette identifiable? C'est un très bon point, et là, on va tomber dans la paléontologie de façon plus générale, mais un fossile, c'est une exception. C'est pas Hmm. supposé d'exister. Ah, Normalement, quand un animal, n'importe quel être vivant meurt, il finit par se faire décomposer puis il disparaît complètement. Même les ossements, ça finit par se désagréger puis retourner à la nature. Donc, pourquoi dans certains... Parce que, puis à l'inverse, si ça c'était pas vrai et que tous les êtres vivants ne se décomposaient pas, on pourrait plus vivre sur la Terre, il y aurait des montagnes d'ossements partout. Donc, c'est on, sûr. heureusement que tout ça se décompose, mais il y a des circonstances qui vont faire que parfois, de façon exceptionnelle, ça va pas complètement se décomposer et ça va justement se pétrifier, devenir quelque chose qui ressemble un peu à de la roche, pas tout à fait, mais un peu, ça va se minéraliser. Euh, le cas classique, je vous dirais que c'est habituellement les fossiles se forment beaucoup plus facilement dans des milieux aquatiques. Donc Ah, dans le fond d'une mer, dans le fond d'un cours d'eau. Pourquoi? Ben parce que si vous avez un animal qui meurt, un poisson, un dinosaure, n'importe quoi, quelque chose qui meurt puis qui va se déposer dans le fond de l'eau et qu'il se fait recouvrir assez rapidement de sédiments, de boue, ah. et Ça le que dans conserve. ben, c'est pas juste la boue qui va faire que ça se conserve, mais surtout si ça devient un milieu où il y a pas d'oxygène. Parce que les bactéries qui décomposent les morts, les cadavres d'animaux, ont besoin d'oxygène. Donc, si vous vous retrouvez dans un milieu où ça se recouvre assez rapidement pour être protégé des prédateurs, là, des charognards, et qu'en plus, il n'y a pas d'oxygène, mais les bactéries vont avoir beaucoup de difficultés à faire leur travail de décomposition. Ah, Elles vont y parvenir pour la chair, pour la peau, puis tout ça, les parties molles, mais les parties dures vont être très difficiles à dégrader et vont parfois rester là. Puis là, bon, il y a toutes sortes d'autres processus chimiques, géologiques qui vont faire qu'il y a des minéraux qui vont se déposer dans ces eaux-là, qui vont les rendre encore plus résistants, encore plus solides. Cette boue-là, tranquillement, il continue de s'en accumuler et plusieurs épaisseurs de boue, puis tranquillement, ça se compacte. Et avec le temps, avec les milliers et même les millions d'années, ça devient de la roche, et cette roche-là enferme les restes. Mais c'est une exception, hein. Normalement, un animal meurt, 3 ans plus tard, il n'y a plus rien, ou 2 ans, ou 1 an, dépendamment des conditions. Mais wow. donc, quand on parle de fossiles, on parle pas on voit des os, mais c'est pas des os, c'est du minéral, c'est de la pierre. Oui, mais c'est pas non plus de la roche complètement. C'est comme une Non, espèce c'est comme un d'hybride. assemblage, Ouais, c'est une un espèce d'hybride. alliage. Appelons ça des eaux. Nous, on dirait des eaux plus minéralisées. Il y a encore plus de minéraux qui ont été comme accumulés dedans, ce qui les rend très semblables à de la roche. Mais c'est Ben, très discernable. Un os de dinosaure dans sa gangue de roches est très discernable. Il devient pas, il se confond pas dans la roche après. Il est non, c'est encore ça. très distinct.
sais, on le voit clairement Wow! qu'il y a Ah, carrément mais une merci. couleur différente parfois. Merci pour le cours de Fossile 101. Je suis contente, je suis vraiment entertained là, Oui, déjà. Et merci, c'est merci cool. aussi pour le mot gang, parce que Ah, on en entend pas souvent parler dans les bons termes, et enfin, je veux parler de d'autres choses que des gangs de rue. Et ça faisait Alors, partie de la liste de mots qu'il fallait dire aujourd'hui, c'est ouais, ça, hein? c'est Gang, c'est ouais, c'est c'est ça. ça. Le un prochain, point sur le c'est bingo. C'est ça. Mm, mm. cool. Fait que si vous voulez, ben, je peux vous lancer dans un premier cas Oui. Oui. de fossile qui aurait possiblement donné naissance à un mythe. Euh, il faut savoir qu'en Méditerranée, il y a plusieurs îles. Il y a l'île de Malte, la Sicile, la Corse. Allons-y en mode île. Et il y a plusieurs millénaires, il y avait sur ces îles-là des éléphants. Hmm. Mais c'était un cas parce que bon, il y a eu une période où il faisait un peu plus chaud que maintenant. Il y a eu des périodes plus froides, mais il y a eu des périodes plus chaudes au cours des temps. Et donc, il y a eu des éléphants sur les îles de la Méditerranée, mais il y a en biologie, en évolution, un phénomène qu'on appelle le nanisme insulaire. C'est-à-dire que lorsque des espèces animales débarquent sur des îles, parce que pour des contingences de l'histoire qui font qu'à un moment donné, il y a quelques éléphants qui se ramassent sur cette île-là, on ne sait trop comment, mais ils finissent par arriver là. Ils se retrouvent dans un nouvel univers assez petit et où il n'y a pas de prédateurs. Et parfois qu'il y a peu de ressources. Ça va faire qu'avec le temps, avec les générations, avec les millénaires, ces espèces-là vont rapetisser. Et Hein? il y a toutes sortes, c'est ce qu'on appelle du nanisme insulaire. C'est vraiment typique aux îles. Il y a eu des espèces humaines qui sont devenues toutes petites dans certains endroits en Indonésie, donc ça s'applique autant aussi à l'humain. Mais donc il y a eu des cas d'éléphants nains, appelons ça comme ça, parce que bon, il y avait personne à l'époque pour leur donner un autre nom, donc aujourd'hui on appelle ça Des des éléphants. nains-éléphants. Des nains éléphants, Ah, des oui. éléphants, c'est Oui, appelons-les comme ça. Donc, il y a des nains éléphants qui ont vécu sur ces îles-là. Ils ne sont plus là maintenant, mais on trouve leurs fossiles, on trouve les ossements de ces nains éléphants maintenant sur des îles grecques, en Crète, un peu partout. Et je sais pas si je vais vous inviter, vous, à le faire et à les auditeurs à le faire quand ils auront 3 minutes, mais d'aller taper fossiles d'éléphants ou juste crâne d'éléphant. De quoi ça a l'air un crâne d'éléphant? Et vous allez voir que c'est très particulier. C'est une très grosse masse osseuse, c'est un gros crâne. Euh, et il y a un trou en plein milieu qui correspond à la trompe. Mhm. Parce que la trompe se fossilise pas, c'est juste du muscle puis de la peau. Ça se fossilise pas, mais la trompe, c'est le nez, hein. C'est par là que l'air arrive. Et il y a, en plein milieu du crâne d'un éléphant, il y a un énorme orifice qui correspond à l'entrée d'air, l'entrée par la pompe, la trompe, pardon, la pompe. Ça sert à pomper aussi. Mais ça a l'air, pour quand on connaît pas ça puis qu'on tombe là-dessus, ça a vaguement la forme d'un gros crâne humain avec un gros trou dans le milieu. Ah, je Puis, pense que je sais où tu nous Ah! amènes, là. on dit, d'après vous, allez-y. Ah! Ça Ben, Oui, ressemble à je quoi? le regarde, je les cyclope? vois, là. Les cyclopes. Les cyclopes de Ah, la yes! Exactement. Les cyclopes de la mythologie grecque auraient pu être inspirés par les crânes d'éléphants nains qui ont été retrouvés sur des îles à ce moment-là. Ah! Euh, Ça a vraiment l'air de ça quand on regarde, quand on Google le crâne Ouais, d'éléphant. on est oui, loin du Roi Lion, là. Hmm. oui, C'est la première fois de ma vie que j'ai vu un crâne d'éléphant, c'est en écoutant le Roi Lion. oui, c'est vrai. Mais wow! Mais il suffit qu'il ait perdu ses défenses, puis qu'on trouve juste le crâne un peu incomplet, puis de faire, mon Dieu, que ça a l'air d'une grosse tête humaine, puis avec un gros trou dans le milieu au lieu de deux trous. En réalité, les orbites de l'éléphant sont un peu plus sur les côtés. Ils sont toujours là, mais le trou massif là, qui est en plein milieu, ça correspond à l'entrée d'air pour la trompe. Maintenant, on le sait parce qu'on connaît l'anatomie des éléphants, mais à cette époque-là, les Hésiodes de ce monde et autres historiens de l'Antiquité grecque, quand ils tombaient sur des affaires comme ça, il n'y avait pas trop de notions d'anatomie comme on les a aujourd'hui, puis ils disaient, mon C'est Dieu, sûr! on dirait un gros œil en plein milieu. Donc ça pourrait avoir... ça a peut-être pas donné naissance au mythe, mais ça l'a confirmé. Parce que quand on lit les contes, les mythes grecs, on parle de cyclopes il y a genre 4000 ans. Là. L'appellation cyclope est apparue il y a très longtemps, mais on les situe pas tant que ça. Même dans l'Odyssée d'Homère, quand Ulysse revient pendant je sais pas combien d'années ça lui prend pour revenir chez lui après ses aventures, et qu'il rencontre le cyclope, Homère ne précise pas trop c'est où. Puis un peu On plus sait que tard, c'est à un sur une moment donné, île. on On sait sait que que c'est c'est sur sur une une île. île de la mer autour Ouais, de la Ouais. ouais. Grèce, là, Oui, techniquement. exact. Sauf qu'il précise pas. Puis à un moment donné, dans les écrits grecs, un peu plus tard, autour de 1500 avant notre ère, ça devient très précis. C'est en Sicile ou à Malte qu'on trouve des cyclopes.
Fait que probablement que le mythe est apparu avant ça. Il existe aussi une condition médicale qu'on appelle maintenant la cyclopie, mais ça arrive parfois que des enfants naissent avec une Ouais. malformation qui est une espèce de deuil central, puis ces enfants-là vivent quelques heures à peine puis Ouais. décèdent malheureusement. Mais bon, ça aurait peut-être aussi été à l'origine, mais ça arrive pas si souvent, là, c'est une naissance sur 100 000 ou quelque chose du genre. En tout cas, tout ça pour dire que le mythe des cyclopes est peut-être pas né de ces fossiles-là, mais à un moment donné, il l'a confirmé, ce mythe-là. Et parce que semble-t-il qu'autour de 1500 avant Jésus-Christ, ben il aurait trouvé ces ossements-là, puis ils ont fait, OK, on vient de trouver les îles où vivent les cyclopes. Parce qu'on considère que vu qu'on trouve des ossements, ça veut dire qu'il y a des êtres vivants aussi qui donnent. On comprend pas encore que ces ossements-là peuvent appartenir à des espèces Wow. disparues maintenant. Voilà. C'est génial. Premier monstre dont je voulais vous parler. Ah, c'est Wow. excellent. C'est vraiment, Oui. vraiment, vraiment fascinant, ça. C'est cool, hein? Je sais aussi Oui. que quelque chose qu'on a remarqué à force d'étudier des différents types de monstres, vraiment, quand les monstres sont associés au Moyen Âge, à l'âge des ténèbres, mais vraiment, avec la révolution industrielle, avec l'élaboration des sciences, il y a comme un intérêt renouvelé pour tout ce qui s'appelle créatures antiques, tout ce qui s'appelle ancien. Et est-ce que tu penses que la paléontologie qui devait déjà prendre ses titres de noblesse à cette période-là, est-ce que ça aurait pu contribuer à ce moment-là à l'expansion, à la redécouverte de ces monstres-là? Ben, possiblement, hein. Parce que moi, je le disais tout à l'heure, les fossiles sont là depuis toujours. T'sais. Même avant l'arrivée des hommes, il y avait des fossiles dans les roches. Puis moi, je me rappelle être déjà allé à un moment donné à Lyon, en France, il y a des ruines romaines. À un certain endroit, il y a une espèce d'amphithéâtre, un amphithéâtre. Et pour un moment donné, je m'assois dans les espèces de gradins de l'amphithéâtre et je vois dans la pierre, je vois un trilobite. Un fossile de trilobite, Hein? qui est une espèce de... Live! Oui, une espèce d'ancêtre des crustacés d'aujourd'hui, on va le Oui, dire oui. simplement. Puis là, je me dis, je m'amuse à me projeter dans le passé pas si lointain, mais celui des Romains, puis me dire, les gens qui ont placé cette pierre-là, puis qui ont vu cette chose-là dans la pierre, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Comment est-ce C'est qu'ils ont sûr. interprété ça? Tu sais? Puis il y a eu toutes sortes de phases. Et là, tu dis, Simon, avec la révolution industrielle, puis la révolution tout court, les Lumières, l'époque des Lumières et tout ça, on a commencé non seulement à se poser des questions, mais à tenter d'y répondre, et à tenter d'y répondre de façon validée, puis de faire des tests, puis des hypothèses, bon, toute la méthode scientifique avec Galilée et compagnie. Mhm. Mais et il y a eu même une phase où, à un moment donné, quand on a commencé à comprendre un peu mieux c'était quoi les fossiles, ok, c'est des êtres qui ont déjà vécu, qui n'existent plus aujourd'hui, donc il y a eu une succession d'êtres, donc la création par Dieu en 7 jours commençait à s'affaiblir à cause de ces données-là. Il y a rapidement des croyants qui ont pas aimé ça, puis qui ont fait non, 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 les fossiles, ce que vous considérez être des êtres très anciens qui nous auraient précédés, puis on n'aurait pas été créés tel quel par Dieu. Ben là, il y a eu une hypothèse, c'est un grand terme déjà, mais en tout cas, une réplique du monde de la foi des fidèles qui disait non, non, ça c'est un test que Dieu fait pour tester votre foi. Il a mis dans la pierre, il a mis dans la pierre ces êtres-là pour tester votre foi, tu sais. Mais C'est bon, un piège! oui, c'est un Ah ouais, piège. c'est ça. Donc les fossiles ne sont que des tricks mis là par Dieu, puis Ah, c'est ça. C'est des Easter eggs de Dieu. oui, exact. Les Easter eggs, exactement. Il essaie de C'est nous faire caché. croire. Pour voir si on va continuer d'adhérer à la foi. Voilà. Je peux vous amener vers dans un autre univers de monstres. Celui-là, je vous avoue que je l'ai découvert dans mes lectures récentes, je connaissais pas, mais semble-t-il que le dieu Poséidon, dans la mythologie grecque, lorsqu'il était pas content, il envoyait sur Terre des monstres marins, mais capables quand même d'aller ramper sur Terre, l'appellation, c'est les Kétos. Je vous avoue que je le connaissais pas avant. J'ai Ouais, découvert je ça suis récemment. surpris. Moi, je pensais que c'était Oui. le strict modus operandi de Cthulhu, ça. Moi, je pensais pas que Ah Poséidon oui? faisait ça Ah, aussi. fait que Ouais. Cthulhu peut-être a été breveté par Poséidon. Je ne connais pas Cthulhu, mais souvent les mythes ont des origines semblables, puis d'un peuple à l'autre, ils ont changé de nom, puis mais bon, j'en sais. Je m'y connais pas assez en mythologie grecque pour On aller Mais donc, va rentrer dans faire ces ça de toute détails. façon. Les Kétos, donc. Les Kétos, et d'ailleurs le mot Kétos qui s'écrit parfois avec un C, parfois avec un K, donc Kétos a donné par la suite naissance au terme cétacé, donc les baleines. Donc cétacé vient de kétos ou de cétos. Mais bon, revenons à nos monstres, à nos moutons monstres. Les kétos étaient des monstres donc envoyés par Poséidon qui sortaient de la mer puis qui allaient dévaster des villes puis maganer des humains.
il y a pas tellement de fossiles concrets qu'on pourrait dire, ben, ça vient de là. Sauf qu'il existe, entre autres, à Corinthe, on a retrouvé un vase. C'est souvent ça, les représentations des Grecs sont souvent dans des œuvres d'art sur des vases qu'on retrouve dans des fouilles. Et il y a un vase à Corinthe, qui représente un kétos. Puis on voit Thésée qui est en train de le combattre, puis des choses comme ça. Et quand on s'y connaît un peu en paléontologie puis qu'on voit ce vase-là, on fait, ben, my God, c'est clairement une tête de théropode. Un théropode, c'est quoi? C'est la famille de dinosaures dont faisait partie le T-Rex. Donc, Ah! et il est clairement blanc. C'est vraiment un os, c'est vraiment un crâne osseux. Et Ah oui! ce qui nous fait encore plus tiquer, nous les paléontologues, c'est que au niveau de l'œil, la personne qui a dessiné ce vase-là, il y a une espèce d'anneau de petites plaques osseuses autour de l'œil. Et ça, c'est ce qu'on appelle un anneau sclérotique qu'on retrouve spécifiquement chez les théropodes, donc la famille de dinosaures dont faisait partie T-Rex, mais pas que Ouais, lui. l'espèce de grosse arcade sourcilière, là. Oui, oui, mais ça fait vraiment le tour de l'œil complètement. C'est Ah vraiment ouais. comme un anneau de petites plaques osseuses et on le retrouve aujourd'hui chez les oiseaux, chez de nombreux oiseaux, cette chose-là, parce que les oiseaux sont des descendants de ce petit groupe de dinosaures-là. On le sait maintenant en paléontologie. Donc, Wow! la personne qui a dessiné ce kétos-là sur ce vase-là, c'est clairement inspiré d'un fossile de T-Rex ou de Vélociraptor ou de je ne sais trop quel, Ben c'est pas oui. clair, là, mais on voit, puis les dents, les grandes dents pointues, là, ça peut pas Wow! faire il peut pas avoir eu d'autre modèle qu'un théropode. Wow! C'est génial. Je suis en train de regarder, je cherche là, les images pendant que tu m'en parles, puis je suis en train de regarder, puis c'est évident dans cette image-là que l'artiste avait un modèle. Il y avait probablement un crâne à portée de vue, parce Oui. qu'il y a des détails là-dessus. C'est évidemment un crâne. C'est Probablement. rare dans l'art l'art des vases et des poteries grecques qu'on est capable d'avoir une forme aussi précise. Mhm, C'est mhm. vrai. Fait que t'es probablement tombé sur l'image que je suis en train de décrire parce Oh que oui, je l'ai trouvé, moi ça fait aussi. pas de doute, là. C'est incroyable. Mhm, mhm. Fait que c'est une tête de dinosaure, en fait, qui a inspiré l'artiste pour dessiner son kétos. Wow. Ouais. Mais donc, là, on a parlé des Grecs, mais je devine que pourquoi les Grecs auraient autant d'intérêt pour les fossiles? Est-ce quelque chose en Grèce qui fait qu'il y a plein de gros fossiles? Les Je îles sais pas s'ils avaient, volcaniques? C'est quelque chose? je pourrais pas préciser s'il y avait plus d'intérêt que d'autres, mais ils ont laissé beaucoup de traces écrites, les Grecs. On a les mythes de toutes Oui. sortes, puis beaucoup justement des poteries, des œuvres d'art, des fresques, des choses comme ça. Donc les artefacts, en tout cas le bagage d'informations de l'Antiquité qui est encore disponible est très riche en ce qui concerne les Grecs. Les Romains aussi, les Égyptiens quand même pas mal aussi. Ailleurs dans le monde, ils étaient peut-être moins prolifiques ou on n'a juste pas trouvé ce qu'ils ont laissé. Donc, de dire qu'ils étaient plus intéressés que d'autres, je le dirais pas parce qu'on sait pas. On est biaisé maintenant par les traces qu'ils ont Hmm. laissées. Mais puis en fait, est-ce qu'ils étaient vraiment intéressés ou c'est juste par hasard qu'ils tombaient sur ces fossiles-là? Est-ce qu'il y a plus de fossiles là qu'ailleurs? Non. Ah, Mais OK. bon, ils étaient peut-être des meilleurs observateurs de la nature. J'en sais rien. C'est quand même là que les philosophes sont, que la philosophie est née, puis ils étaient des grands observateurs. Donc, qui sait si ça s'explique pas comme ça? Mais C'est- il y en a ailleurs dans le monde des exemples de fossiles qui auraient donné naissance à des mythes ou des créatures de mythes. Oui, possiblement. Ben, on peut faire une petite escapade chez nous en Amérique. Oh! On reviendra aux Grecs tout à l'heure. Là. J'ai d'autres exemples avec les Grecs, mais il y a et là c'est une trace, pas tant une trace, c'est pas une œuvre d'art ou une trace écrite, mais une trace auditive dans Hmm. dans le langage atikamekw que je ne connais pas du tout, mais il y a le mot monstre se dit, et là je vais tenter de le prononcer du mieux que je peux, j'ai pas réussi à trouver un exemple de comment le prononcer, mais le kukuche, le mot monstre, c'est kukuche. OK. Aujourd'hui, si vous rencontrez des Atikamekw et vous leur demandez le mot monstre, ils vont vous dire kukuche. Et puis, sauf que lorsque les Européens exploraient le continent nord-américain, le mot Kukuche, toujours par ces nations-là, Atikamekw, désignait le mammouth. Ah! Parce que des ossements de mammouth, et en fait, il y a eu des mammouths en Amérique du Nord, à la grandeur de l'Amérique du Nord, à une certaine époque, jusqu'à la dernière période glaciaire, jusqu'à il y a 10 000 ans environ. Il y a eu des mammouths, et bien sûr, on trouve maintenant
pas si facilement que ça, mais à certains endroits d'Amérique du Nord, on peut trouver des ossements de mammouth. Et ça alimentait toute une légende à cette époque-là chez les Premières Nations parce que on se disait, encore là, on n'était pas conscient de l'ancienneté de ces eaux-là. On se disait, si on trouve des os, c'est qu'il y a des êtres qui vivent et qui meurent de temps en temps, puis on trouve leurs ossements. Donc la légende, entre guillemets, du mammouth, ou du moins la croyance en l'existence des mammouths était déjà là. Chez les Premières Nations, on pensait que ça existait, qu'il y en avait des vivants. Puis, c'est les Européens qui partaient en exploration. Là, il y en a un, entre autres, qui s'appelait David Thompson, qui travaillait pour la compagnie de la baie du Hudson, lui qui explorait. Lui, il avait clairement été mandaté par la compagnie de la baie du Hudson, bon, pour explorer, puis tenter de trouver des ressources, mais il y avait des lignes claires qui disaient essayer de trouver des ossements de mammouth. Ah Ah, ouais! Ouais. wow! Là, j'ai un petit texte ici que je vais devoir vous lire là, un peu plus, là, mais en fait, je vous amène là, on est en 1797. OK. C'est l'année où David Thompson, qui était bon explorateur, cartographe, marchand de fourrure, lui, en fait, il a quitté la compagnie de la baie du Hudson pour travailler pour la concurrence, la compagnie du Nord-Ouest. Puis parmi ces tâches là, qu'on a retrouvées, il y avait une directive très claire qui disait, dans l'intérêt de la science et de l'histoire, il faudra chercher les fossiles de grands animaux comme les mammouths. Oh! Là, bon, il précise dans l'intérêt de la science, il faut savoir qu'à cette époque-là, l'ivoire de mammouth faisait déjà l'objet d'un commerce très lucratif parce qu'en Sibérie, on en trouvait beaucoup. Donc, c'était très payant de trouver des défenses de mammouth parce qu'on pouvait leur vendre à prix d'or. Donc, on devine que l'explorateur anglais, là, David Thompson, il se faisait confier la mission, en fait, de rentabiliser un peu plus ses expéditions, probablement. Ah, c'était Ah, un objectif bassement mercantile sous le Tout à couvert de la fait. science. Tout à fait. Ouais. Mais malheureusement pour lui, il en a jamais trouvé. Pendant une douzaine d'années, là, il a exploré, il a pris au sérieux cette demande-là, il cherchait, puis on voit dans ses écrits, parce qu'il a laissé beaucoup d'écrits, que c'était sans succès, il les trouvait pas. Il a exploré des milliers de kilomètres, il s'est rendu jusque dans les provinces de l'Ouest canadien, de l'Ouest américain, la rivière Columbia, aucun os de mammouth. Il écrit carrément à un moment donné, toutes mes recherches furent infructueuses, je n'ai pu découvrir aucun fossile, ni dans l'immensité des plaines, ni sur les rives des nombreuses rivières que j'ai fouillées. Ça, c'est en 1800, en tout cas début des années 1810. Et j'ai encore un petit bout à vous lire. Là, en 1811, en explorant avec une douzaine d'hommes le secteur de l'actuelle région de Jasper, donc il cherchait un passage vers le Pacifique, il est tombé sur des traces d'une énorme bête. Lui, il a conclu que c'était un gros grizzly, un vieux grizzly dont les griffes étaient émoussées puis ça laissait des traces un peu rondes, mais les Nor'Westers, donc les gens du Nord-Ouest là, qui l'accompagnaient, eux, ils parlaient de mammouth. Ils étaient convaincus que ça y est, on a des traces de mammouth. Donc, tu sais, c'était très imbriqué dans les croyances de l'époque. Donc, puis on se disait, ben, qu'un animal dont on trouve autant de squelettes devait bien exister quelque part. Mais lui, ils ont jamais vu les poils d'un mammouth à ce moment-là. Puis lui, quand il a pris sa retraite, David Thompson, à la fin des années 1840, vers la fin de sa vie, il a appris la découverte des premiers os et défenses de mammouth, mais plus au Yukon, par un certain Robert Campbell à l'époque, qui était commandant de la compagnie de la baie du Hudson, son ancien employeur. Donc, toute une histoire rigolote derrière tout Ah, ça. mon Dieu, tu sais, quand tes dernières paroles doivent être un retentissant sacre, là. Ah ben, bâtard! Ah, Il est retrouvé. Voilà. wow! Mais si vous explorez un peu l'univers des gens qui croient en le Sasquatch, puis le Yeti et tout ça, puis parce qu'il y a on toute une va y communauté. arriver. On y est pas passé Oui. encore, mais on va y arriver. Ouais, mais il y a toute une communauté dans l'Ouest américain puis canadien qui est convaincue de l'existence de ça. Et eux, ils considèrent que les écrits de Thompson sont une preuve des Sasquatch parce que ça a laissé des traces puis il y avait déjà des exemples à cette époque-là. Mais je m'y connais moins là-dedans. Hey. Alors donc, vraiment, c'est un phénomène global, là. Trouver un ancien squelette, trouver des traces d'un ancien animal et interpréter un présent monstre, c'est quelque chose qui est arrivé partout dans le monde. Ben, semble-t-il, effectivement. Mais il y a sûrement plein d'autres cas que je connais pas, sûrement en Afrique, en Asie, en Australie. Ben, c'est sûr. Mais en même temps, les gens avaient pas grand-chose d'autre que leur imagination pour essayer d'avoir des Ben conclusions oui, à l'époque. parce que, tu sais, il allait à la chasse, il connaissait les squelettes de nombreuses espèces, il était capable d'identifier, mais là, il tombait sur des squelettes d'affaires qu'il était pas capable d'identifier, qui ressemblaient à rien de connu. Fait qu'il pouvait juste imaginer autre chose, puis se dire, ah ben, on a affaire à quelque chose qui coïncide avec un mythe ou une légende d'autrefois, puis ça y est, on vient de trouver la preuve que ça existe. Puis j'imagine pas, par exemple, une baleine échouée sur une plage, qu'est-ce que ça donnerait pour eux, tu sais?
de Ah juste... ben, pour certains peuples, c'était le Léviathan ou je ne sais Ouais, trop exact. quelle autre bestiole qui est tout à fait, effectivement, effectivement. Le griffon, Oui, Oui! le c'est griffon. un être mythique aussi. On dit mythique aujourd'hui, mais il fut un temps où les Grecs étaient convaincus de la réelle existence du griffon. Le griffon, pour ceux qui connaissent moins, c'est une espèce d'animal avec un corps de lion, donc à quatre pattes, mais avec une tête d'aigle, ou en tout cas d'un rapace, avec des grandes ailes aussi. Donc on pourrait dire soit que c'est un lion avec des ailes ou un oiseau avec quatre pattes, mais en tout cas c'est une espèce d'hybride là, entre les deux dans les légendes. Pas seulement les Grecs, hein, le griffon, on le retrouve chez les Égyptiens aussi Ah, c'est et si vieux que ça. quelques autres peuples. Oui, les premières mentions de griffon, là, c'est quatrième millénaire avant Jésus-Christ. Donc il y a 6000 ans, il y Oh! avait déjà des représentations de griffons. Et ce qui est intéressant, c'est que le griffon, là, dans les mythes grecs, est associé beaucoup à l'or, le minerai, et il se battait contre certains peuples pour préserver des mines d'or, puis défendre des mines d'or, puis empêcher l'accès, puis ils utilisaient l'or pour faire leur nid, puis il y a des gens qui essayaient d'aller chercher cet or-là, donc il y a toutes sortes de légendes comme ça. Et chez les Grecs, on parle d'un peuple très loin dans l'Est quand on parle de Griffon. Et ça donne que dans le désert, excusez-moi, je dois retourner dans mes notes, j'ai oublié le nom Ah, du mais c'est désert, mais correct. C'est du stock, là, quand même, que tu nous présentes là. ouais, Moi, il y je a suis un vraiment désert contente, en tout cas. il y a un désert juste au nord de l'Inde qui s'appelle le désert de Taklamakan, qui est juste à côté d'un autre désert qui s'appelle le désert de Gobi, au sud de la Mongolie. Donc c'est quand même Oui. assez loin des Grecs. Mais bon, il y avait la route de la soie existait déjà à cette époque-là. Il y avait déjà des liens commerciaux puis des liens culturels aussi entre les deux. Et dans le désert de Gobi, en fait tout près du désert que je viens de vous nommer, que j'ai déjà oublié, Taklamakan. Merci, Taklamakan. Il y a des fossiles d'une espèce de dinosaure qu'on appelle le Protoceratops. Ça ressemble à Triceratops, si vous connaissez peut-être un peu mieux ce nom-là. C'est une grande famille de dinosaures qu'on appelle Eh oui. les cératopsiens. C'est des dinosaures avec des cornes. Il y a le Le fameux... Triceratops, il y en a tout plein, là. Il y a Oui, vraiment... exact. Exact. Donc, la plupart ont des cornes. Le Triceratops en a trois, une sur le nez puis deux au-dessus des sourcils. Une espèce de grande collerette derrière la tête. Et surtout, un espèce de bec un peu corné, un peu comme un oiseau de proie, qui peut rappeler un bec d'aigle. Et le Protoceratops est un des plus primitifs et n'a pas encore de cornes. Et n'a pas encore vraiment de collerette, en a une toute petite collerette en arrière. Donc, c'est vraiment une espèce de tête avec un bec, mais très grosse et avec des dents. Donc, ça peut... En Ah, fait, wow! Ben oui! tout coïncide. On est dans le bon endroit géographique. On a une espèce de grosse bête quadrupède, mais avec un bec d'oiseau. Bon, ils ont ajouté des ailes au mythe, là, mais Mais quand même, c'est vrai que si tu les enlèves, on n'est pas loin, là. oui. Il y a beaucoup Wow! de... Parce qu'on n'avait aucune idée à l'époque si c'était un mammifère ou un reptile ou quoi que ce soit. C'était juste une grosse bestiole qui ressemblait un peu à un corps de lion, les mêmes dimensions qu'un corps de lion, mais avec un bec à l'extrémité de la tête. Fait qu'on on Donc, interprétait des éléments connus et Et, en reconstituant l'histoire, là, les gens se sont mis à imaginer les plumes puis le reste mais parce qu'on avait parlé de honnêtement, bec. si tu regardes le squelette de ça, on dirait qu'on le voit plus facilement aussi, là. mhm, Mhm. mhm. Fait que Ah ouais. puis il y a beaucoup de textes là, qui coïncident là. Je suis loin d'être un mythologue, grécologue, je sais pas comment appeler ça, mais il y a beaucoup de textes de mythologie qui f- qui concordent sur le lieu géographique, sur l'histoire, sur le fossile lui-même, la bestiole. Fait que c'est difficile de voir autre chose. Il y aurait peut-être, Ah, tu l'as nommé, Sabrina, le Psittacosaurus, qui est un peu semblable aussi, mais un peu plus petit, qui pourrait avoir contribué au mythe aussi, puis peut-être, il pourrait ouais, même les confondre à la limite, parce que... Hmm. Triceratosaurus. Hey, je les connais, mais les noms sont lointains. Mais Ah oui, moi, mais les revues scientifiques de dinosaures, là, toute mon enfance, c'était ça, ma lecture de oui, chevet. habituellement, c'est à l'âge de 6 ans qu'on est les meilleurs paléontologues Ah ouais, Oui! ah en ouais, dinosaures. absolument. Ouais. Fait que ça, le griffon aurait fort probablement une origine fossile lui aussi dans ce cas-là. Nice. Tu viens de Wow. dire, Joël, tu viens de dire c'est à l'âge de 6 ans qu'on est les meilleurs paléontologues. Je suis d'accord, mais pourquoi penses-tu que c'est Oui, si fascinant? Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à aller à faire le chemin au complet et à devenir paléontologue? Bonne question. ah oui. Je pense que tous nos parcours sont le résultat d'un paquet de hasards puis de rencontres et de contingences. Mais moi, je me rappelle, gamin, à l'âge de 7, 8, 10 ans, j'avais vous savez, je sais pas à quel point ça existe encore, mais parfois on pouvait acheter en dépanneur une espèce de cahier, puis là, t'achetais les autocollants par petits paquets de 5 6 les panini,
Des fois, ça allait, c'était avec un film, ou des fois, c'était... En tout cas, moi, j'en avais un sur les dinosaures, puis à chaque semaine, j'allais acheter une petite enveloppe de collants au dépanneur, puis là, t'en avais en double, fait que là, tu les échangeais avec tes amis, puis Ouais, ouais, ouais. il fallait remplir le cahier au complet. Puis j'en avais un sur les dinosaures, et je me rappelle, à la fin, il y avait une page qui parlait, c'était quoi le métier de paléontologue. Et à cette époque-là, de m'être dit, je vais être paléontologue plus tard. Puis bon, finalement, bon, j'ai fait mes sciences. J'ai beaucoup hésité quand est venu le temps de l'université entre la paléontologie et la littérature. Parce que j'étais aussi Ah, j'aimais beaucoup écrire et lire, bien sûr. Puis bon, je suis allé finalement du domaine des sciences, en biologie, mais maintenant j'écris sur la science. Donc sans me prétendre littéraire, j'ai quand même amené ma passion pour l'écriture avec ma passion pour les sciences, puis je fais les deux. Mais tout ça pour dire que pendant un certain temps, c'était demeuré, comme bien des gens, un projet d'enfance d'être paléontologue un jour. Mais au cours de mon bac en biologie, j'ai travaillé pendant 3 ans dans un site fossilifère qui s'appelle Miguacha, en Gaspésie, Oh. tout près d'où je suis né. Et c'est une falaise en bord de mer où on trouve tout plein de fossiles très très anciens, encore plus anciens que les dinosaures. C'est des poissons qu'on trouve là, parce que c'est une époque où c'était à peu près les seuls vertébrés qu'il y avait sur Terre, c'était des poissons. Il y avait encore aucun vertébré qui avait conquis la terre ferme. Et puis d'avoir travaillé là pendant 3 étés comme guide animateur dans le musée. Le troisième été, j'étais plus responsable des fouilles, ça fait que je me suis amusé à casser de la roche tout un été pour trouver des fossiles de poissons. Ça a pas mal donné l'élan pour aller ensuite faire ma maîtrise dans ce domaine-là, puis en apprendre un peu plus. Fait que, wow. Vraiment cool. voilà, Wow. mon petit rêve d'enfance m'est retombé dessus à un moment donné par le hasard d'une job d'été. Ah, mais Wow. le combo de la passion d'enfance transformée en expérience réelle, ça, ça en dit long, par contre, Oui. sur les parcours. C'est Mhm, super tout à fait. fascinant. C'est Ouais. exactement le genre de choses pourquoi on a parti ce podcast-là, avoir des informations sur des choses qu'on pense Mais connaître. c'est aussi parce qu'on laisse notre enfant intérieur sortir régulièrement parce que je Oui, pense que ça prend de la curiosité, puis enfin, ça prend de l'imagination. Mon Dieu, je le parle donc bien. Ça me prend de l'imagination aussi, puis une ouverture là, pour tout mm, ça. mm. Tu sais, vous avez d'entrée de jeu, tout à l'heure, vous parliez de l'aspect culturel, l'aspect scientifique. Ouais. Moi, un de mes credos, c'est de dire la science et l'art ne sont que deux manifestations d'une même capacité de l'humain, c'est la créativité. C'est pour Wow, être j'adore ça. C'est parce que les scientifiques, on les imagine carrés puis bien, mais pourtant, on peut pas être un bon scientifique sans être imaginatif puis avoir, C'est vrai. et on la dirige différemment. Ça va être pour inventer des nouveaux protocoles puis des nouvelles façons de mener une expérience pour trouver des choses que jamais personne n'avait trouvées. Mais ça prend une créativité gigantesque pour être un bon scientifique puis faire des découvertes. Puis tout comme ça prend une grande créativité pour être un artiste innovant qui brise les choses. Mais en tout cas, tout ça, après moi, Tu c'est as fait raison. Puis je et pense que les deux sont les, importants. les scientifiques artistes sont beaucoup plus nombreux qu'on pense. Donc, les scientifiques qui sont aussi très artistes. Donc, voilà. Je crois. On part-tu d'un dernier monstre? Ça vous Ah tente? oui, il y en a un Oui! autre, il y en a Ouais. un autre. Ah oui, oui, oui. Hey, moi, je ferais ça pendant 4 heures. Je trouve ça malade. C'est un peu Ouais. plus flou, celle-là, mais il y a beaucoup dans la mythologie grecque des géants. On parle Oui. souvent de géants. Hmm. Et entre autres, on considère que les héros d'autrefois, les Achilles et les Orestes et Ajax de la mythologie, les Grecs de l'Antiquité, quand ils racontaient ces histoires-là plus anciennes qu'eux-mêmes, étaient convaincus, eux, que ces héros-là ne pouvaient pas être autre chose que des gens plus grands que nous. Autrement dit, il y avait une espèce d'impression que l'humanité était en déclin, que les héros de l'ancien temps étaient grands et forts, puis qu'on n'était que des avortons maintenant, que l'humanité était corrompue. Puis Aristote dit ça, Platon dit ça, on était Mon comme Dieu, une dégénérescence de l'humanité. puis après Ah ça, à ouais. l'époque médiévale, il arrêtait pas de dire, ah, les Grecs étaient des dons meilleurs que nous autres, les Grecs, Oui, tout. oui, je pense qu'il y a une espèce un biais de comme le passé grandiose, puis alors, en tout cas, c'est Ah de la ouais. psychologie rendue là, mais et il y avait en fait chez les Grecs de l'Antiquité, il y avait cette idée-là que les anciens étaient plus grands et que les héros étaient encore plus grands. Donc, quand on trouvait des ossements, un espèce de fémur gigantesque, ben on considérait que hey, on a peut-être trouvé les restes d'Achille ou les restes de Ajax et là il y avait tout un commerce de reliques à cette époque-là qui faisait que ben on vendait des ossements probablement de mammouths et d'éléphants et ce genre de choses-là, probablement qu'on les vendait comme regardez on a trouvé le fémur de d'Achille ou ou d'Ulysse ou de je ne sais trop qui Ah, ben, parce qu'on les vénérait puis on considérait qu'ils étaient probablement plus grands que nous. J'ai pas de cas particulier à vous dire mais je sais qu'il y a eu ça, il y a eu certaines cités, certaines villes
devaient leur notoriété et une certaine richesse au fait d'exposer un certain nombre de reliques de héros, d'avoir des ossements qu'ils ont trouvés puis qu'ils attribuaient à tel ou tel héros ou à Oreste ou à je sais pas qui. Donc il y a les géants du passé, on était convaincus qu'ils avaient existé parce qu'on trouvait encore là des ossements qu'on pouvait pas expliquer autrement qu'en disant ben regarde, on a affaire au tibia d'Ulysse. Ou il y a même des ossements. Je reviens aux éléphants. Il y a le dessus d'un crâne d'éléphant. Il forme un peu comme deux espèces de bosses. Ouais. Et c'est pas rare en paléontologie qu'on trouve juste des fragments, hein. On trouve rarement en fait les squelettes complets et même des pièces complètes. Souvent c'est des morceaux. Et lorsqu'on trouve juste ces espèces de deux bosses là et qu'on les retourne, ça ressemble beaucoup à un scrotum. Oh non! Et parmi Euh, Et parmi les reliques de certaines cités, on avait parfois le scrotum de je ne sais trop quel héros de l'Antiquité parce qu'on était convaincus qu'on avait affaire parce que c'était pétrifié puis c'était devenu de la roche, mais voilà. Des grosses couilles finalement. Donc, ouais, avoir des couilles, ça vient peut-être là. Ouais, des couilles de grès, de granit et de marbre. Voilà. Fait que Oh c'était ma mon Dieu! dernière anecdote. wow, ça finit en beauté. Ah, c'est merveilleux. Ça part en couilles. Oui, c'est. Ça part en couille, voilà. Ce qui est bien, c'est que l'algorithme de YouTube n'a pas encore reconnu les insultes et les sacs francophones. Fait qu'on peut en dire. Québécois surtout, hein. Oui. Ouais. Euh, Joël, si je peux... Hop, je voulais pas vas-y. t'empiéter. Les gens qui seraient intéressés à en apprendre un peu plus sur la science et sur les trucs, la vulgarisation scientifique, exemple, et aussi sur ton travail, tes Mhm. multiples travaux, est-ce que tu as des recommandations pour nous? Oui, ben sur le sujet précis d'aujourd'hui, là, les dinosaures et autres animaux préhistoriques qui auraient donné naissance à des mythes, j'ai trouvé une partie de cette information-là dans un petit bouquin qui Ouh. s'appelle Dinosaures, animaux préhistoriques et mythes grecs. C'est écrit par Amandine Marshall, une maison d'édition qui s'appelle Monde Antique. J'ai vu plusieurs faussetés en tant que paléontologue là-dedans, mais la globalité du texte sur l'inspiration fossilifère pour donner naissance aux mythes, et ça se tient bien, puis elle amène beaucoup de sources, surtout l'aspect de les textes antiques, les textes anciens qu'elle a proposé. Et puis pour mon travail proprement dit, ben si vous me cherchez sur Google, il y a des centaines d'affaires de moi. Ça fait 23 ans que j'écris dans Québec Science et ailleurs, que je fais des chroniques radio, donc mon nom sort un peu partout. Donc Joël Leblanc, journaliste scientifique, il y a plein de choses à voir sur moi. Je sais pas si ça répond à ta question, mais Oui, absolument. j'aime pas tant parler de moi, j'aime mieux parler de ces choses fascinantes Ah, là c'est dont pas on toi parle. qui parles de toi, si je t'ai demandé, c'est Mhm. moi qui te le demande, parce qu'il y a sûrement des Oui. gens qui sont curieux de voir ton travail, puis je pense que Mhm. c'est profitable d'en apprendre plus sur ces sujets-là. Merci beaucoup Surtout en d'avoir été fait. avec nous. Simon, Oui. excuse, tu voulais... Ben, on arrive à la fameuse question finale qu'on a toujours. Et là, je cherche une vas-y. manière de la formuler. Parce qu'on n'a pas parlé d'un monstre en particulier, mais on a parlé de la paléontologie en général. Donc, Ah Joël, ben attends, ça peut être Oui. ça. Ouais, c'est ça. Ça Ben, peut être ça. allons-y avec ça. Joël, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de la paléontologie et qu'est-ce que tu aimerais que les gens oublient de la paléontologie? Paléontologie. C'est pas fini, on va le dire comme du monde. Paléontologie. C'est pas grave. Paléontologie. Si je pouvais comme Oui, voilà. si je pouvais réajuster les perceptions des gens, genre voici ce qu'il Oui, faut retenir, voici ce qu'il faudrait Ouais, oublier. exact. Ben je pense que je vais mettre ça simple. Je pense que c'est une science qui étudie les choses anciennes, bien sûr, qui est elle-même un peu ancienne. Ça fait au moins 200-300 ans que la paléontologie a comme démarré, là, surtout en Angleterre puis en France, les premiers paléontologues. On parle de Georges Cuvier, qui était un Français au 18e siècle, et plusieurs Anglais aussi. Euh, mais je pense que, en fait, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que oui, la paléontologie étudie les choses anciennes, mais ce n'est pas une science ancienne, c'est une science très moderne. Dans le sens que la façon dont on s'y prend maintenant pour faire parler les fossiles et aller chercher de l'info, on utilise des scanners dans des hôpitaux, on passe des fossiles là-dedans, puis on tranche ça à des dixièmes de millimètres pour aller voir l'intérieur des fossiles. Il y a beaucoup de modélisation qui se fait par ordinateur. Maintenant, justement, une fois qu'on a scanné un fossile, ben on l'observe sous toutes ses coutures par ordinateur, on le recrée en 3D grâce à ça. On est capable de parce que souvent un fossile, un squelette d'animal, par exemple, se retrouve pas mal compressé, puis concassé, puis brisé. On est capable maintenant de les reconstituer en 3D par ordinateur beaucoup plus facilement que quand on essaie de jouer avec ces ossements-là qui sont souvent très fragiles. Euh, on est
souvent, on associe paléontologie à dinosaures, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. On parle de... Les dinosaures ont été sur Terre pendant à peu près 160 millions d'années, ce qui est gigantesque quand même. Mais l'histoire de la vie sur Terre s'étend sur 3,5 milliards d'années. Donc, il y a eu beaucoup de choses avant les dinosaures, il y a eu beaucoup de choses après. Donc, la paléontologie, même moi, ça couvre très large. C'est un domaine de science gigantesque. Et habituellement, les paléontologues doivent eux-mêmes se spécialiser là-dedans parce qu'on peut pas être connaisseur de C'est toutes sûr. les espèces d'autrefois. Ils sont spécialisés en dinosaures ou en trilobites ou en poissons ou en ce genre de choses-là. Super. Hey, merci beaucoup, Joël. Incroyable. Incroyable, C'est Joël. Ah! Ben, je suis content de vous voir enthousiaste face à tout ça. Super. Eh bien, sur ce, je pense que ça conclut notre présente entrevue et on va se retrouver à la prochaine pleine lune.